Bonsoir mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres au sommaire de cette édition. Ce lundi 10 juin 2019, le vice-président de la République Daniel Kabla-Duncan est à Genève. Il a pris part ce jour à l'ouverture de la 108e conférence internationale du travail. Et pour cette première journée, les chefs d'État et de gouvernement ont à leur tour présenté leur vision de l'avenir du travail. La conférence s'achèvera le 21 juin prochain. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire s'accordent à travers leur institution parlementaire, soutenir les actions de sécurité dans le Sahel, sensibiliser sur les valeurs de tolérance et de paix et renforcer les capacités des députés pour le contrôle de l'action gouvernementale. Ce sont là les clauses principales de cet accord. Et puis à l'international, dans le centre du Mali, la nuit dernière, une attaque meurtrière a fait au moins 95 morts dans le village d'Ogon de Sobane, dans le cercle de Bandiagara. L'attaque perpétrée par des hommes armés n'a pas encore été revendiquée. Bienvenue dans ce 23h. Le vice-président de la République, Daniel Kabla-Duncan, a pris part ce lundi 10 juin à Genève à la 108e conférence internationale du travail. Une conférence qui célèbre aussi le 100e anniversaire de l'Organisation internationale du travail. Les chefs d'État et de gouvernement présents à cette session ont, lors d'un débat général, présenté leur vision de l'avenir du travail. Et nous vous proposons à ce propos de suivre un extrait de l'intervention de Daniel Kabla-Duncan à la tribune de l'OIT. C'est avec un insigne honneur et un grand plaisir que je prends part, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail, en abrégé OIT. Je voudrais, de prime abord, saisir l'opportunité que m'offre cette auguste tribune pour vous transmettre ces chaleureuses salutations et ces vives félicitations pour la célébration de cet important événement qui marque un moment historique dans la vie de notre organisation commune, la première institution spécialisée du système des Nations Unies, fondée en avril 1919. Qu'il me soit permis ensuite d'adresser au mandant tripartite, ainsi donc à M. Guy Ryder, directeur général du BIT, et l'ensemble du personnel de l'organisation, les félicitations du président de la République et du gouvernement ivoirien pour les avancées remarquables réalisées dans le monde du travail au cours du premier siècle de son existence. Ces avancées concernent notamment la reconnaissance du travail en tant que valeur, la lutte contre le travail forcé, l'affirmation de la liberté syndicale, les droits des travailleurs tels que les congés payés, la fixation du temps de travail journalier, la protection sociale, etc. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, en cette année 2019, nous célébrons avec beaucoup de fierté et beaucoup d'espoir le jubilé des 100 ans de l'OIT. Cette organisation unique dans le monde, par la structuration tripartite, accompagne les pays membres pour assurer un environnement du travail décent et de meilleures conditions de vie. En effet, avec l'OIT, nous avons parcouru du chemin. Nous avons travaillé à construire un monde du travail dont nous pouvons être plus que fiers aujourd'hui. Des principes fondamentaux ont été identifiés et nous servent de socle pour l'édification de ce monde que nous voulons plus juste, plus sûr, plus enclin à préserver la dignité humaine et à garantir l'épanouissement pour tous. Et c'était là une intervention, un extrait de l'intervention du vice-président de la République à la tribune de l'OIT ce jour, lundi 10 juin. Le vice-président était, souvenons-nous, la semaine dernière en Russie où il participait au 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. En marge des travaux de ce forum, Daniel Kabla-Duncan a rencontré les Ivoiriens résidant dans cette ville. Leur participation à l'essor de la Côte d'Ivoire était au cœur des échanges. Le reportage de Awa Touré commenté par Mahama Traoré. Saint-Pétersbourg, deuxième plus grande ville de Russie, après la capitale Moscou. Ici vit une cinquantaine de ressortissants ivoiriens
certains dans le cadre de la formation et d'autres exerçant dans les secteurs des TIC, du pétrole ou encore de l'énergie. Bien intégrés en Russie, ces Ivoiriens souhaitent tout de même prendre part au développement socio-économique de leur pays. Ils l'ont fait savoir au vice-président de la République en visite de travail en Russie à la faveur du 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Je fais la stégonographie. Ma question est de savoir quel plan vous avez mis en place pour pouvoir déjà recenser ce nombre d'étudiants, ce nombre de nouvelles matières pour la Côte d'Ivoire. Je suis le seul Ivoirien au niveau de la réfrigération industrielle, alors que la Côte d'Ivoire fait partie des pays chauds. Et la réfrigération fait partie des technologies de développement. Alors, ma suggestion, j'aimerais que notre pays s'oriente un peu vers cette technologie. Le vice-président de la République et les ministres membres de sa délégation ont tour à tour apporté des éléments de réponse aux préoccupations des Ivoiriens de Saint-Pétersbourg. Daniel Kablan-Duncan a également informé ses concitoyens sur la marche actuelle du pays en leur présentant la situation sociopolitique et économique avant de leur livrer quelques mots d'encouragement. C'est le travail qui paie, il n'y a rien d'autre. Il faut toujours faire du bon travail et vous aurez les résultats. J'ai dit en commençant que chacune et chacun de vous doit être un autre ambassadeur auprès de l'ambassadeur officiel, de manière à ce que, quels que soient les endroits où vous êtes, on puisse dire en vous voyant, les Ivoiriens sont des gens bien, ou les Ivoiriens sont des gens bien. Et je sais que vous êtes des gens bien. Les Ivoiriens de Saint-Pétersbourg peuvent se vanter d'être des modèles. Plusieurs d'entre eux se sont déjà illustrés dans leurs domaines d'activité respectifs en remportant plusieurs prix et trophées qui ont été présentés au vice-président de la République. Je vous l'annonçais en titre, le Sénégal et la Côte d'Ivoire renforcent leur collaboration, mais cette fois à travers leur institution parlementaire. Un accord pour la redynamisation de la coopération parlementaire entre les deux pays. Il s'agira pour les institutions de soutenir conjointement les actions de sécurité dans le Sahel et mener une campagne de sensibilisation sur les valeurs de tolérance et de paix, le renforcement des capacités des députés dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale est également prévu par cet accord, comme nous le rapporte Moussa Konaté. Les présidents Moustapha Niasse et Amadou Soumaoro signent un accord pour la redynamisation de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cet accord signé contient les résolutions de la séance de travail tenue à Dakar entre les délégations des assemblées nationales des deux pays. Cette coopération portera notamment sur le renforcement des capacités des députés des deux assemblées par des programmes conjoints de formation touchant diverses questions techniques, l'échange d'expériences et d'expertise sur les meilleures pratiques en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, le combat contre les trafics et l'utilisation de stupéfiants, la lutte contre l'immigration clandestine, au plan multilatéral, renforcer la coordination et la concertation entre les deux parlements, à l'effet d'harmoniser leurs positions lors des grandes rencontres internationales en Afrique et dans le monde, notamment au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, et des autres instances interparlementaires de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. La sécurité sur le continent demeure une réelle préoccupation pour les deux institutions parlementaires. En matière sécuritaire, les deux parties ont salué les efforts et initiatives entrepris par la communauté internationale pour appuyer et accompagner l'action des pays victimes ou menacés par le djihadisme et les actes terroristes dans la région du Sahel et de l'espace CEDEAO. Elles ont à cet égard mis l'accent et la nécessité de mutualiser davantage leurs actions en vue de lutter contre ces fléaux, en vue de contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région et surtout le continent. Les deux délégations ont exprimé leur volonté de promouvoir, à travers une campagne soutenue et concertée, les valeurs de tolérance, de dialogue et de respect mutuel. Les relations Côte d'Ivoire-Sénégal, déjà au beau fixe, se renforcent davantage à travers les deux assemblées nationales. Après cette visite d'amitié et de travail du président Amadou Soumaoro à Dakar, le président Moustapha Niasse est attendu à Abidjan à l'invitation de son homologue ivoirien.
Et il y a du nouveau au ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion des PME. Un portail web d'information commerciale a été lancé jeudi dernier. Le PWIC, c'est le nom de cette plateforme qui regroupe en ligne toutes les informations relatives aux exigences et réglementations sur le commerce. Le compte-rendu de Cheikh Koné. PWIC, c'est le nouveau portail web d'information commerciale dédié aux importateurs, aux exportateurs, aux commerçants, aux investisseurs et aux chambres de commerce. Ce portail a pour objectif de faciliter les échanges entre États et accroître la transparence des transactions dans la sous-région ouest-africaine. Nous avions une multiplicité en fait, de points d'information. Et le fait aujourd'hui de les avoir en un seul lieu, c'est un atout pour nos opérateurs économiques, pour notre pays, parce qu'elle nous permettra d'améliorer notre visibilité. Elle nous permettra également de participer à l'amélioration de notre administration et de la transparence des informations que nous mettons à la disposition des investisseurs, des partenaires économiques et financiers, aussi bien au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Les partenaires techniques n'ont pas manqué de souligner l'importance de ce vaste programme qui concerne la CEDEAO, l'UEMOA et les États membres de l'Afrique de l'Ouest. L'Europe est aujourd'hui le premier importateur et le premier exportateur en Côte d'Ivoire. Et on a besoin de continuer à développer ce commerce, notamment en permettant aux entreprises ivoiriennes d'avoir accès à l'information la plus fiable et de la façon la plus transparente possible. Le lancement du PWIC s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration et de facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le groupe de la Banque mondiale. L'amélioration du commerce intra- et interrégional en Afrique de l'Ouest est l'une de ses priorités. Et direction Boundiali, où la Haute Autorité pour la bonne gouvernance installe un comité de lutte contre la corruption, une action qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation des autorités administratives locales et des populations sur les conséquences de la corruption. Amy Sissoko pour le reportage. Paye mon café. Mets caillou sur ton dossier, donne pour moi, au fait on va faire. Autant d'expressions qui désignent la corruption en Côte d'Ivoire selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Pour poursuivre la lutte contre ce phénomène, voire l'endiguer, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en campagne de sensibilisation. Une action qui met en exergue les conséquences néfastes et les infractions liées à la corruption sur toute l'étendue du territoire. L'étape de la Bagoué qui s'est déroulée du 7 au 8 juin dernier à Boundiali a permis d'instruire autorités administratives, politiques et populations. La corruption est vue comme l'abus d'une fonction dans un intérêt personnel en retirant un avantage au détriment de l'intérêt général. Un État corrompu est un État qui risque d'être blacklisté. Et donc sa destination n'est plus attractive pour les investisseurs. Or, nous avons besoin d'investissements pour développer nos jeunes États. Pour prévenir la corruption à Boundiali, une plateforme anticorruption et un comité local d'intégrité sont mis en place, composés d'autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières et de la société civile. Elles reçoivent leurs feuilles de route et sont chargées d'élaborer une meilleure stratégie de lutte contre la corruption dans leur localité. Souvent nous-mêmes, nous sommes auteurs de la corruption parce que par moments on est trop pressé. On veut que les choses aillent vite. Et donc, il faut conscientiser non seulement la population, mais aussi il faut conscientiser ceux qui sont devant pour changer de comportement et de mentalité. Dès qu'il y a corruption, les richesses ne sont pas bien réparties. Donc, il nous appartient de faire comprendre à chacun que lutter contre la corruption, c'est une manière aussi de défendre l'intérêt public. En plus de la plateforme anticorruption et du comité d'intégrité de la lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance fait la promotion de la déclaration de patrimoine des autorités administratives et des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Comme mesure préventive, elle encourage également la dénonciation des corrompus et corrupteurs, non sans préciser que la population ne devrait plus s'inquiéter. Les dénonciateurs sont désormais protégés par la loi. Après la sensibilisation, viendra la répression. À ce niveau, les peines pour les corrompus et corrupteurs varient entre 1 et 5 ans d'emprisonnement et les amendes entre 1 et 10 millions de francs CFA. Un numéro vert est disponible pour dénoncer tout cas de corruption. C'est le 800 811.
Et dans le domaine de la santé, la phase pilote du projet de financement basé sur la performance est à son terme. Ce programme vise à améliorer l'accès, l'utilisation des services et soins de qualité dans le pays. La phase 2 de ce projet a fait l'objet d'une réunion des membres du comité de pilotage. Les explications de Marcelin Klein et Abou Sanogo. C'est la 4e rencontre du comité de pilotage de la stratégie nationale de financement basée sur la performance du plateau technique et sanitaire ivoirien. Elle vise à établir un bilan mi-parcours à 6 mois de la fin de sa phase pilote. La quantité des services de santé a augmenté, l'offre des services a augmenté et on a une motivation accrue du personnel de santé qui par ailleurs en train d'intégrer dans ses habitudes la planification et les contrôles. Un accord avec la Banque mondiale qui a été déjà signé en mars pour vraiment passer à l'échelle à compter du mois de juillet si vraiment tout se passe dans les normes. À travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris des réformes structurantes issues du plan national de développement sanitaire, une politique sanitaire gouvernementale soutenue par la Banque mondiale. Il s'agissait, entre autres, au cours de cette réunion du comité de pilotage du fonds basé sur la performance, de présenter ses perspectives et ses orientations pour l'exercice 2019. L'autonomisation de la femme dans le secteur agricole, c'est l'objectif visé par ces agricultrices réunies en société coopérative pour la production et la commercialisation de vivriers. Après 7 années d'activité, elles dressent le bilan et c'était ce dimanche 9 juin 2019 et notre reporter Léon Brou nous rapporte les images de cette cérémonie. Toutes des agricultrices, ces femmes proviennent de 62 villages de la région du Bélier. 4000 au total, ce sont les membres de la société coopérative Les Moissonneurs, fondée en 2012. Ses missions, production, commercialisation et transformation des vivriers. Après 7 ans, la structure intègre des hommes et se positionne comme le vivier du vivrier dans la région du Bélier. Par an, nous produisons 400 000 tonnes de produits vivriers. Et en 7 ans, nous avons produit 3 millions de tonnes de produits vivriers. Reste le pari de la commercialisation et de la transformation des vivriers, encore à l'échelle locale ou familiale. Ici, promet appui, ONG, élus et la ministre Raymond Goudou-Kofi. La marraine offre de l'argent, du matériel et se porte défenseur de la société coopérative Les Moissonneurs auprès du gouvernement. Il faut aller vers la transformation pour avoir non seulement une valeur ajoutée, et ça, la mairie et le conseil régional pourraient aider avec le projet de PAIB à booster ça. Le président de la République a lancé un grand programme, un programme social du gouvernement, et ce programme-là prend en compte aussi bien les difficultés que rencontrent les femmes, plus particulièrement. Vous imaginez ce que c'est que 4000 femmes cultivatrices qui produisent et qui malheureusement ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Donc c'est important que nous puissions le porter au gouvernement et que la question puisse être réglée. Objectif, autonomisation des femmes que la ministre Raymond Goudou-Kofi appelle à éviter la division. Elle leur conseille l'effort, l'amour, l'union, l'entente et la paix, gage de développement, de bien-être ou d'épanouissement. Et toujours sur les actions de la femme, à Mans, dans la région du Tonkpi, plus de 1000 femmes ont été honorées pour leur effort au quotidien au sein de la famille. Ces femmes ont reçu des dons, une marque de reconnaissance des populations. Le reportage de Kader Sogodogo. La place de la paix de Mans transformée en lieu de réjouissance populaire. La région du Tonkpi rend hommage à ces braves femmes, veuves et démunies pour la plupart, et qui se battent au quotidien pour le sort de leur famille. Elles reçoivent ainsi la reconnaissance des cadres de la région. Une initiative d'un des leurs, Mamadou Bamba, dit Momo, chargé de mission à la présidence de la République. Nous voudons rendre un vibrant hommage à chacune de vous pour votre courage et votre force et pour les innombrables sacrifices que vous consentez au quotidien. Des femmes qui apprécient à sa juste valeur cette marque de reconnaissance. Toutes les femmes de Mans, elles disent merci, merci, merci. On est très contents. On a reçu des cadeaux, ça nous fait plaisir. On veut toujours la paix, l'amour en Côte d'Ivoire. Le maire de Mans, Aboulaye Sidiki Fofana,
L'ex-ministre Albert Flendé, le député Siki Blond-Blaise et bien d'autres cadres ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien à ces femmes. Celui qui a fait ça, que Dieu lui en donne au centuple. L'initiative est à retenir et à rééditer. Des mamans qui ont pris du plaisir à savourer chacune des chansons entonnées par leurs artistes préférés. Cette cérémonie était placée sous le haut patronage du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté pour la circonstance par le préfet de la région du Tonkwi, Jérôme Kaya Soro. Ouvrons une page religion dans ce journal. Nous sommes au lendemain de la célébration de la Pentecôte et 5000 jeunes de l'église Pentecôte internationale pris pour la paix en Côte d'Ivoire. Durant ce moment, ils ont été sensibilisés au civisme et à la discipline. Éric Goré. Ces ballons gonflables qui illuminent le ciel d'Abidjan illustrent la présence du Saint-Esprit selon la jeunesse de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Cette jeunesse a choisi le lundi de Pentecôte pour prier pour notre pays. Cela fait 14 ans que nous organisons chaque année le lundi de la Pentecôte. Nous rassemblons les jeunes chrétiens de l'église de Pentecôte et même des églises sœurs pour chanter, louer le Saint-Esprit. Nous avons remarqué que beaucoup connaissent Dieu le Père, beaucoup connaissent bien Dieu le Fils, mais Dieu le Saint-Esprit, ils n'ont pas trop d'intimité. Et donc nous, en tant que pentecôtistes, nous nous réunissons d'abord pour porter l'évangile et aussi chanter, louer le Saint-Esprit. Nous invitons tous les jeunes, la jeunesse, à s'engager en tout cas dans la réconciliation, de parler d'amour, de paix, voilà, de vivre ensemble, afin que dans cette atmosphère de paix-là, l'évangile puisse gagner du terrain. Au cours de cette rencontre qui a mobilisé au moins 5000 jeunes, une sensibilisation au civisme, à la paix, à la discipline et au vivre ensemble a eu lieu. Et à partir de ce moment, avec cette marche, je crois que l'Éternel va faire de grandes choses pour cette nation. Mais avant toutes ces étapes, une procession montrant les jeunes de Côte d'Ivoire, issus des différentes régions de la Côte d'Ivoire, marchant ensemble avec un seul objectif, aller de l'avant. Et direction le Maroc, où des guides religieux musulmans ivoiriens apprennent des métiers. Ils sont 200 imams et futurs imams. Ils y apprennent les métiers, entre autres de la couture et de l'électricité, avec l'ambition d'être indépendants et autonomes. Pargassoro connaît. Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates de Rabat au Maroc. C'est ici que sont formés de nombreux guides religieux pour diriger la prière dans leurs mosquées respectives. À l'intérieur, ces imams et futurs imams ivoiriens, sur leurs machines de couture, sont en plein cours. Parmi eux, Issa, marié et père de 8 enfants. Arrivé depuis le 12 janvier 2018 dans cet institut, il a choisi comme métier la couture. La raison. Personnellement, j'ai vu les grands imams en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup parmi eux qui étaient tailleurs. Donc, surtout chez moi à Bengourou, grand imam, il était un tailleur. Donc, moi, j'ai vu que vraiment ça, là, il peut faire la couture à côté. Donc, ça n'empêche pas d'être imam. Pour Issa, un imam doit être un exemple et un modèle dans la société. Pour cela, il est impératif pour lui d'être autonome et indépendant. Une autonomie qui, selon lui, passe inéluctablement par un emploi. Un imam, ça ne veut pas dire que ta charge c'est là toujours sur les fidèles. Non, il faut avoir un métier, toi tu fais ça pour te nourrir toi-même. Là, comme ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Comme ça, tu peux prêcher dans les normes. Les propos de Issa, appuyé par Goumané, ivoirien lui aussi, venu apprendre et approfondir sa connaissance du livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran. Métier choisi, l'électricité. Si on prend l'exemple sur le prophète, il a exercé plusieurs métiers. Lui-même, il a été berger, il a été commerçant. Donc si le prophète lui-même, il arrive à faire cela, pourquoi pas nous les imams? Il ne faut pas tout le temps tendre les mains aux gens. Il faut toujours travailler pour être autonome. Ces guides religieux sont formés par d'éminents professeurs et encadreurs qui se réjouissent du niveau et du sérieux de ces imams et ces futurs imams ivoiriens. Ils veulent bien travailler, ils veulent apprendre quelque chose. C'est un gain pour eux, c'est un autre métier. D'accord? Et de plus, ils peuvent arriver trop loin. S'ils continuent, ils sont très motivés, très motivés. Ces 200 imams et futurs imams ivoiriens de la 4e et de la 5e promotion de l'Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates de Rabat
ont été envoyés par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. En plus des métiers de la couture et de l'électricité, l'Institut Mohamed VI forme les imams et futurs imams aux métiers de l'informatique, de l'agriculture et de l'élevage. 2 ans, c'est le temps que dure la formation. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Ouragayo, dans la région du Go. Le nouveau maire indépendant, Anthony Garou, a été investi samedi dernier. Les autorités et cadres de la région étaient présents. Ils ont préparé la cérémonie afin de consolider la paix et la cohésion sociale dans la région. Issa Yeo. Ils sont venus de Gagnoua et d'autres régions de la Côte d'Ivoire pour prendre part à la cérémonie d'investiture du 4e maire de la commune de Ouragayo, Anthony Garou. Nous sommes là d'une communauté qui réunit plusieurs ethnies. Aujourd'hui, nous sommes à Ouragayo. On ne peut pas rester en marche sans venir à Ouragayo. En tant que gardien des us et coutumes, nous sommes fiers qu'un de nos fils soit devenu maire et aujourd'hui officiellement un ministre de la République vient l'installer. Pour les cadres, ce rassemblement est un message qui vient consolider l'unité des fils et filles du corps. À travers ces manifestations, nous constatons que la population a envie d'être ensemble et cela participe à la cohésion sociale. Nous avons saisi cette occasion pour rendre hommage à Alassane Ouattara qui a fait beaucoup et qui apporte beaucoup à la région du Go. Le nouveau maire s'est dit prêt à relever les défis du développement de la commune. Vous avez vu le monde, l'affluence de la population. Le maire ne peut pas bâtir seul. Il est l'inspirateur du développement de sa commune. Mais c'est avec la population. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie, le ministre Dan Paulin a demandé aux populations de cultiver la paix. Nous sommes dans une assemblée cosmopolite. Il y a le temps où on vient à l'amour et il y a le temps où on cultive la paix. Personne ne viendra du ciel pour bâtir la Côte d'Ivoire à notre place. C'est nous-mêmes, ensemble, nous allons bâtir notre pays. Pour que dans le programme social du gouvernement qui est mis en œuvre, nous puissions faire cela. Pour que Ouragayo aussi souffle un peu et ait un visage rayonnant. La commune de Ouragayo a reçu la somme de 5 millions de francs CFA du Premier ministre. Après l'investiture, les autorités ont procédé à la pose de la première pierre d'un plateau combiné de sport qui certainement verra naître de grands athlètes. Et ceci amorce bien la page politique de ce 23h. Une conférence de presse s'est tenue ce lundi au siège du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le PDCI n'exclura pas d'Ivoiriens et d'étrangers, c'est ce qu'a indiqué en tout cas Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif du parti, le compte-rendu de Kolo Coulibaly. Une conférence de presse pour expliquer aux journalistes les propos du président du PDCI qui évoquait des sites d'orpaillage clandestin tenus par des étrangers et une fraude sur l'identité. Le gouvernement avait alors produit une déclaration pour dénoncer ces propos. Jean-Louis Billon a indiqué que le PDCI reste favorable à l'intégration des peuples. La cohésion sociale, la paix, la réconciliation vraie sont la pierre angulaire du programme du PDCI-RD. Aucun Ivoirien ne doit se sentir exclu du progrès social, du développement et des questions de la société ivoirienne. Aucun étranger vivant en Côte d'Ivoire ne doit se sentir exclu de la vie en commun en Côte d'Ivoire. À cette conférence, Jean-Louis Billon a indiqué que le PDCI ira à la conquête du pouvoir en 2020. Dans l'actualité internationale, le Mali porte de nouveau le deuil. Un village d'Ogon a été quasiment rasé dans le centre du pays la nuit dernière. Le bilan fait état d'une centaine de morts, des maisons incendiées, des animaux abattus. Et notons que le centre du Mali est en proie depuis plusieurs mois à des atrocités entre communautés opposées. Cette attaque fait suite au massacre le 23 mars dernier de quelques Samples, attaque qui avait été attribuée à des chasseurs d'Ogon dans cette région proche de la frontière avec le Burkina Faso. Et puis le Burkina Faso, nous en parlons justement. Au moins 19 personnes ont été tuées ce dimanche soir dans une attaque massive d'hommes armés dans un village du district
d'Arbinda, dans le nord du pays. Cette attaque est l'une des plus graves enregistrées après plusieurs agressions perpétrées par des djihadistes dans la même région d'Arbinda ces derniers mois. Et nous mettons ainsi un terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Passez une très bonne soirée et bonsoir chez vous.